Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations, ils disent, ah, mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Puis, ils ont fait la guerre intérieure. Le Sud contre le Nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien sans se battre. On veut être bien sans traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Abraham Lincoln, il est mort. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président, il est mort. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats.
menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis, en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous croyez que quand Assoadou vous a cité tout à l'heure quelques petits combats que nous avons menés, vous croyez que quand nous nous battons à longueur d'année, quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons, c'est parce que nous aimons la prison? C'est pas parce que nous aimons la prison, hein? C'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat pour fixer les clous. Pour fixer les clous. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat-là. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Donc, le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Le deuxième engagement que je prends, c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frotti-frotta, a connu beaucoup de luttes, de guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion?
de la rébellion. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui a pensé à la rébellion? Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de La Haye, un journaliste me voit, il dit oui, mais président, il faut demander pardon. Alors, j'ai dit pourquoi? Je vais demander pardon pour quelque chose. On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit mais moi je ne suis pas un tel. Je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Exactement. Oui, donc, je suis ancien président. Le moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui, il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Des femmes sont mortes à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, quand Gbagbo était président, c'est lui. Et puis il y en a même qui pensent qu'ils sont intelligents et disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Mais ça, il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Et le meurtre, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Voilà. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Mais vous allez à Dieukwé. Vous allez à Bangolo. Vous allez à Digoro. Vous allez à Vitrozon. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Presque 1000 en un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne
ne donne pas les noms des auteurs. Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages ébriés qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué les gens. Ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, alors si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs, et loin de nous, moi je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux, mais quand tu dis un certain nom, il tressaillit et il pleure. Parce qu'on a tué son père. Mais il ne le dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles dans leur descente ont tué son père. Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme un jugé de 2011 en 2019 à la CPI et qu'on ait trouvé que je suis innocent. Et ce serait hypocrite que de dire que je ne suis pas heureux pour ça. Aller en prison, c'est une mauvaise chose. Et on n'aime pas aller en prison. Mais au moins, quand vous allez en prison, qu'on vous déclare innocent et qu'on vous rend à la liberté et à votre pays et à votre famille, vous êtes un homme heureux. Il faut... Je vais faire ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif. J'ai gouverné ce pays 10 ans. On ne trouvera pas dans ce pays un juge qui peut dire le président de la République, Gbagbo Laurent, m'a appelé pour me dire sur cette affaire, rends ce jugement-ci. Jamais. Jamais. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort. Devant témoins. D'abord parce que ce n'est pas dans ma nature de faire des combines de ce genre. Mais ensuite, ce n'est pas
propre au niveau de la République. Ce n'est pas propre de vouloir faire des combines de ce genre. Non. Nous n'avons jamais fait ça et c'est pourquoi personne ne nous a jamais accusés de ça. Il faut rendre la justice libre, indépendante du pouvoir exécutif et établir des règles, Katina l'a dit tout à l'heure, pour que les juges puissent avancer dans leur fonction sans avoir à venir s'accroupir chaque matin ou chaque soir dans le bureau du président de la République pour mendier un poste, un avancement. À quoi ça ressemble ça? À rien du tout. À rien du tout. Ah, je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Ça, je sais faire un peu. Je sais faire un peu. Mais c'est vrai que on a un problème en Côte d'Ivoire. Des gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes, oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique d'abord. La politique économique d'un pays, c'est la politique. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, comme j'ai appelé à l'époque les Mamadou Koulibaly, les Bonou Boabré, j'ai dit bon, on va faire ça. Alors, trouver comment on peut faire ça. Ça, c'est... Mais on va faire ça, c'est politique. On va faire ça, c'est politique. Maintenant, vous, trouvez comment on peut s'y prendre. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, j'écoute quelquefois des gens et je dis mais on n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? On n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? De Gaulle n'était pas un économiste. Pompidou n'était pas un économiste. François Mitterrand n'était pas un économiste. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Mais enfin, vous voyez, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens croient que
il faut être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier ministre, le dernier premier ministre de Mitterrand, qui a été ministre de l'économie et des finances avant d'être ministre, j'oublie son nom, Pierre Bérégovoy. Mais c'est un ouvrier. C'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. C'est un ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Et il a été ministre de l'économie et des finances de la France. Et il a été premier ministre de la France. De la France, hein? Je n'ai pas dit les petits pays d'ici. Non. Alors, il faut que en Côte d'Ivoire, les gens cherchent et cessent de confondre la pensée, la décision et l'applicabilité concrète. C'est l'homme politique qui décide de la politique économique. C'est une politique d'abord. Il peut utiliser des gens qui ont fait l'économie pour appliquer ça. Mais c'est lui qui décide. Qu'il soit latiniste, qu'il soit philosophe, qu'il soit, je ne sais pas moi quoi. Et moi, je suis très fier d'être historien. Ça m'a appris beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, ça, ils ne savent pas. Parce que ils n'ont pas les repères historiques pour le savoir. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Ah oui, j'ai été banquier. Ah oui, j'ai été ceci, mais ça. Ici, on cherche un président de la République. Ici, en Côte d'Ivoire. On cherche un chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter notre économie, qui vont orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas un ancien banquier. On ne cherche pas un ancien banquier. Vous voyez? Je m'engage aussi à casser cette CI-là. Cette CI-là. Et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Non. Non.
Merci, 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 frère. Merci. Donc, il faut que les frères que vous êtes sachiez que notre idée de la commission électorale indépendante a été travestie, a été gâtée, a été pourrie. En 1990, le premier à avoir été candidat contre Houphouët-Boigny, le seul, c'est moi. Et quand j'ai été candidat, j'ai vu, j'ai entendu ce qui s'est fait et ce qui n'a pas été fait alors que ça aurait dû être fait. À partir de ce moment, octobre 1990, nous avons réclamé les FPI à corps et à cri une commission neutre chargée d'organiser les élections pour que chacun ait son véritable poids politique. Et puis, en rencontrant tous les amis africains, les Bazoum là, du Niger, Issoufou et Bazoum, les Landing Savané au Sénégal. Bon, on a discuté avec les uns et les autres. Et puis, nous étions tous tombés d'accord pour la mise en place dans nos pays respectifs d'un organe neutre chargé d'organiser des élections crédibles. Bon. On nous a renvoyé balader, évidemment. On nous renvoyait balader. Et puis, à la faveur du coup d'État de 1999, nous avons réussi à faire passer l'idée. Parce que Gueye avait réuni tous les acteurs politiques, mais tous les acteurs aussi de la vie sociale pour discuter de la sortie de la crise. Je remercie un homme comme Denis Segui, René Denis Segui, qui a usé de son poids de professeur de droit. Je ne parle pas de nos militants, mais Denis Segui, Honoré Guier aussi. Et on a porté ça et Gueye a accepté. On était heureux. Et on a bien fait d'être heureux. Parce que cette commission électorale a décidé que le candidat n'était pas le président. Et que l'élu n'était pas le président en fonction. Mais que l'élu
était son adversaire, Laurent Gbagbo. Problème. Parce que lui, il avait pensé comme tout le monde. Il est président sortant. Il est militaire. Donc, il a gagné. Si Lida est là, Lida, il est parti. Ah, Lida est là. Oui. C'est lui que la hiérarchie de l'Église catholique a envoyé me chercher, parce que chaque soir, on m'emmenait, lui, Lida, qui s'occupait de ma sécurité, m'emmenait dormir quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, on est allé à la cathédrale. C'est là d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois le pasteur, le bishop Benjamin Boni. Et puis bon, Guy était là, j'étais là. Ils nous ont demandé ce qui se passait. Guy dit qu'il a gagné. J'ai dit que j'ai gagné. Les évêques, ça ne veut plus quoi dire. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Hein? Guy dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Je suis ton grand frère. Et finalement, des ministres de Guy ont fait irruption dans la salle où nous étions en réunion pour dire que Guy est en train de raconter des histoires, mais que c'est Gbagbo qui a gagné. C'est un propre ministre. C'est un propre ministre. Vous voyez donc l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, on est encore loin de la démocratie. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas Gbagbo. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, enfin de tout le pays BT. Dano était dans la commission électorale d'ailleurs. Donc, finalement, la mobilisation du peuple a fait que Gueye est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère
s'est soulevé. Quand il a vu la masse qui arrivait, il a dit au pilote, amène-moi au Togo. Le gars dit non, il n'y a pas assez de carburant pour arriver au Togo. Il dit bon, dépose-moi chez Papa Nouveau. C'est comme ça qu'on l'a amené chez Papa Nouveau, près de Grand là-haut. Quand le pilote est revenu, il est venu me dire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que les militaires là, aillent le débusquer pour lui faire du tort. Hein, Voilà, donc je l'ai gardé là-bas et quand ses amis à lui, français, avec qui il avait fait l'école de Saint-Cyr, sont arrivés, c'est à eux que j'ai dit où était Gueye. Et je les ai fait accompagner par des chauffeurs et des officiers pour aller voir Gueye. C'est comme ça qu'ils ont pris Gueye et ils l'ont emmené dans son village, à Kabakouma. Mais, donc, l'histoire de la CEI a une histoire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à nous, on veut faire croire à des blagues. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blagues. Ce sont des blagues. Mais comment on peut dire que c'est difficile de revoir la liste électorale? C'est pas difficile. On demande au sous-préfet de Ouagaïou de donner l'ordre à chaque village de Ouagaïou de faire la liste des majeurs en âge de voter. Mais dans chaque village, en une journée, c'est fini ça. Dans chaque village. Chez Gagui Seri, comme ils sont un peu têtus, peut-être que là-bas, ils vont durer un peu, un jour et demi, mais nous, là, dans nos villages, là, voilà. Mais nous, dans nos villages, on fait ça tranquillement. Donc, la CEI, vraiment, il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Mais un jour, j'ai vu sur une photo des gens qui sont à la CEI. Je les ai regardés et j'ai ri. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe qu'on appelle un organe indépendant et neutre, ceux-là. Moi, je les connais à Abidjan ici. Il ne faut pas être neutre. À Abidjan ici, on se connaît. En long et en large. On se connaît. Alors, je le dis haut et fort, il faut changer la CEI. Il faut changer la CEI. Il faut changer la structuration et il faut changer les hommes. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. Et
ce n'est pas à une personne affamée qu'on demande d'être neutre. Parce que vous lui donnez un morceau de pain, il est avec vous. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Donc, il peut donner des morceaux de pain. Il y a trop de personnes dedans qui ont faim. Et je le dis haut et fort pour qu'ils m'entendent. Et s'ils m'entendent, ils savent de qui je parle. Eux-mêmes, ils savent. Et ceux qui ont faim là, eux-mêmes, ils vont dire, ah, Bako m'a dénoncé. Bako m'a dénoncé, mais sans dire mon nom. Bon, il faut favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Ça, est-ce que j'ai besoin de... Mais sur ce problème-là, le problème des femmes, il y a aussi les femmes elles-mêmes à qui il faut qu'on parle. Il y a les femmes elles-mêmes et puis il y a leur mari aussi. Il y a le mari. Parce que il y a des femmes qui font souvent le choix. Elles disent, si j'occupe tel poste ou tel poste, je serai souvent absent de mon domicile. Je serai souvent absente. Et étant souvent absente, mon mari a beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis femmes, donc on discute. On discute. Et puis il y a des hommes même qui sont jaloux de voir leurs femmes occuper certaines fonctions autres. Il y a des hommes même qui sont jaloux de ça. Il y a des hommes. Et j'observe. Quand j'étais chef d'État, j'avais un certain nombre de femmes ministres. Il y a eu des problèmes qui ont éclaté dans presque tous les foyers où la femme était ministre, sauf un ou deux. Sauf un ou deux. Mais ça venait souvent de la jalousie non dite des hommes. De la jalousie non dite des hommes qui étaient... Il y en a même un qui est venu me dire, écoute, tu as nommé ma femme ministre pour moi. Qu'est-ce que tu fais de moi? J'ai dit, frère, est-ce que ça, c'est une parole, ça? C'est pas une parole digne de toi? Vous voyez? Donc, il y a... C'est ça qui fait les complications. C'est ça qui fait les complications.
Je m'engage aussi à transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. Mais pourquoi je dis ça? Vous savez que Yamoussoukro n'est pas mon village. Donc, je ne dis pas ça, je n'ai pas dit que je vais mettre la capitale à Mama. Voilà. Mais il faut lire les rapports. Il faut lire. Il faut lire. Il y a un changement climatique. Et depuis les côtes du Nigeria jusqu'aux côtes du Libéria et de la Sierra Leone, l'eau monte. L'eau de mer monte. Allez à Lagos. Allez à Lagos. Il y a aujourd'hui des villages lacustres qui sont en face de Lagos. Les gens vont à la maison en pirogue. Et arrivés, ils montent par des petits escaliers en bois jusqu'à arriver dans leur maison. Et les rapports disent ça. C'est pourquoi le Nigeria lui-même a transféré sa capitale à Abuja. Regardez même ici en Côte d'Ivoire, Laou, Grand Laou. Pour nous, la vérité des Gagnois, c'était Laou, notre grande ville maritime. Mais aujourd'hui, Laou, il n'y a rien. Toutes les tombes même sont envahies par l'eau. Le village, la ville de Laou même est envahie par l'eau. Et c'est dans des rapports qui sont déjà écrits. Mais les gens ne veulent pas lire. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et moi, j'avais trouvé le moyen de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République. J'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute que j'ai tirée de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Mais des crédits chez les Arabes. Oh, les Arabes ont la zakat. C'est-à-dire, ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants. Donc, ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants sur les prêts qu'ils accordent. Mais on peut demander à quelqu'un, Patrick Hachi, c'est lui qui était mon ministre, c'est lui que j'ai envoyé là-bas. Vous comprenez? Donc, on peut faire Yamoussoukro et il faut faire Yamoussoukro parce qu'il faut échapper à la montée des eaux. Le Brésil nous a déjà dévancés.
ils ont quitté Rio, ils sont allés à Brasilia. Le Nigeria nous a dévancés, ils ont quitté Lagos, ils sont allés à Abuja. Nous, on attend quoi? On attend que l'eau vienne dans les maisons des gens. Les Ivoiriens sont comme ça. Après, ils vont crier. Ouais, ouais. Non, non, non. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Dans le parti, j'ai confié d'ailleurs les problèmes d'environnement au ministre Vincent Lecroupierre, qui est un homme très sensé et très compétent, et il va nous sortir ces trucs-là. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses pour lesquelles il faut aller à Yamoussoukro, mais que je ne dirai pas, parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a des moments pour dire certaines choses. Alors faire acheter, je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et à promouvoir l'industrialisation. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas une misère ça? Qu'au Cameroun, on achète le cacao à 5 000 francs le kilo, au Ghana à 3 000 francs le kilo et en Côte d'Ivoire à 1 500 francs. Le cacao, hein? Nous sommes les premiers producteurs. Il faut... C'est pourquoi j'ai dit qu'on cherche quelqu'un pour gouverner la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas quelqu'un qui a travaillé dans une banque. Voilà. Parce que la vision élémentaire, c'est que si tu achètes le cacao des paysans à 5 000 francs le kilo, en Côte d'Ivoire ici, tu as de l'argent qui circule dans les mains des gens et ils vont aller au marché acheter des choses. Et toi, tu auras les moyens de faire des taxes sur ces produits-là pour récupérer l'argent, l'État. Mais non, les gens, ils veulent tout garder en même temps. Ils veulent garder comme ça. En cherchant à garder l'argent, on perd l'argent. On perd l'argent. Si les gens disent encore nous avons quelqu'un qui a travaillé dans les banques, dites-leur, on ne cherche pas un banquier. Mais on cherche un homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire. Dites-leur. Et ils vont cesser de vous embêter. Bon, Catherine a parlé tout à l'heure de lutter contre la corruption. Bon, ça, moi j'ai déjà fait ça. Un jour, j'étais là avec quelques-uns de mes ministres devant la présidence de la République. Et puis, Yodé et Siro sont venus me saluer. Ah, j'ai dit, mais vous deux là, chantez votre chant là. Vous avez un chant là, chantez ça. Ah, ils étaient gênés. Je dis, président, quel chant? J'ai dit, mais vous ne connaissez pas votre chant? Vous dites que si tu nommes quelqu'un qui vole, c'est que toi-même tu es un voleur. C'est pas là votre chant. Ah, Yodé s'est gratté la tête. Il dit, oui, président, oui,
On a chanté ça, j'ai dit au ministre, c'est de vous il parle. C'est de vous il parle. Et à cause de vous, il parle de moi aussi. Il dit que si je nomme quelqu'un qui est voleur, c'est que moi-même je suis voleur. C'est pas ça? Bon. On a arrêté les gens qu'il fallait arrêter, même nos amis. Parce qu'on a été convaincus qu'ils ont volé. On les a arrêtés. Mais à part mon gouvernement, depuis l'indépendance, quel chef d'État en Côte d'Ivoire on a vu arrêter ses proches voleurs? Qui? Les élections qui arrivent, votez pour quelqu'un qui met sa parole en corrélation avec ses actions. C'est tout. C'est tout. Alors, je vois des journalistes ici rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Rien. Rien. Assurer la liberté de la presse. Moi, j'étais président, j'ai nommé même des gens qui sont PDC, je les nommais dans la presse, là. Je les nommais. Qu'est-ce qu'il va me dire qui va me faire mal? Rien. Donc, si je vois qu'il est compétent, je le nomme. Et puis c'est tout. Maintenant, s'il me montre qu'il n'est pas compétent, je l'enlève. Je l'enlève. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi, depuis 2000, je vous dis, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Ça, c'est... Parce que moi, les retombées du pouvoir, ce n'est pas moi que ça regarde, c'est vous que ça intéresse. C'est vous que ça intéresse. Je ne vais pas dire d'autres choses, mais donnez-moi le pouvoir. En 2025, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Il faut que notre pays soit à la pointe d'une diplomatie qui rende l'Afrique effectivement indépendante. Nous avons des problèmes comme l'Est du Congo. C'est la galère là-bas. Il y a des morts tous les jours. Nous avons des problèmes comme le Sahara occidental, qui est un problème infini entre l'Algérie et le Maroc.
Nous avons des problèmes comme l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina ont créé l'AES. Ils vont bientôt créer leur monnaie. Alors, nous avons tout ça. Et l'Afrique ne fait rien. Il nous faut une diplomatie qui bouscule l'Union africaine, qui bouscule toutes les organisations africaines pour que, sur ce terrain-là, l'Afrique s'en sorte, au lieu de se battre tous les jours. Et je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai, parce que quand on est à cet âge-ci, à soi, Dougou l'a dit, on a passé toute notre vie à lutter. On a passé toute notre vie à lutter. Quand on arrive à cet âge-ci, c'est pour conclure. C'est pour conclure. Ce n'est pas pour chercher un salaire, même. C'est pas pour chercher un salaire. Nous avons dépassé le stade de la recherche des salaires importants. Moi, j'ai dépassé ça. On a dépassé ça. On vit bien. On a de quoi vivre. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir un idéal pour lequel on se bat. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. Je vous le dis, les amis, si vous me donnez le pouvoir, c'est vous qui l'aurez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le président candidat Laurent Gbagbo. Chers amis, restez sur place. Le président